Il existe donc des missionnaires alimentaires ou organiques qui s'en fichent de ce que les livres sacrés recommandent. Les commandements, le code canon, ils pissent dessus. Mais avant que ces missionnaires, bien évidemment, on parlait des intellectuels aussi. Paul Biya aurait pu être un bon missionnaire, n'est-ce pas? Mais il a été renvoyé. Dieu seul sait comment. Mais ce qui est curieux, c'est que au Cameroun, on continue à le prendre comme un Dieu, comme un élu de Dieu, comme si c'est lui qui devrait rester sur terre éternellement. Et pourtant, il a créé des guerres, il a détruit beaucoup de vies. Beaucoup d'intellectuels des régions anglophones sont actuellement en exil. Et d'ailleurs, j'avais reçu l'un, Dr. Joe Walters, pour être plus clair, qui se plaignait, qui pleurait. Parce que les anglophones, généralement, sont appelés Bamenda. Et depuis que la guerre a éclaté, ils sont devenus des ambazoniens. Dr. Joe Walters me parlait donc de ses misères, lui qui subissait le clanisme, le népotisme, le tribalisme, bref. Vous avez suivi ses plaintes parce qu'il ne parvenait pas à être recruté à l'université. Il nous avait parlé de Famondongo et de tous ceux-là qui font tout pour mettre les universitaires à côté. Et particulièrement, eux, les anglophones, qui subissent. Et alors ici, il m'avait dit qu'il va reprendre son verbe et ses armes de 2016. Langue fourchue, langue agressive et surtout reprendre le combat. Il était donc dans la posture d'un ambazonien parce qu'il n'était pas recruté. Quelque temps après, il a été reçu par Jacques Famondongo. À l'issue des entretiens, lui qui organisait la grève, lui qui était capable et disait qu'il allait marcher jusqu'à Etoudi, lui qui était prêt à se faire sacrifier, directement, notre frère a retourné sa langue et sa veste. Et on a pu donc constater qu'il est devenu l'avocat défenseur de Paul Biya. Ils sont déjà de la même église, ils sont déjà d'accord sur tout. Et surtout, une information capitale a été larguée, à savoir que Dr. Joe Walters dit, jure, signe et persiste qu'il est allé à Etoudi et il a rencontré Paul Biya. Vous l'avez suivi. Tout le monde cherche où est Paul Biya. Même les membres du gouvernement dont je vous parlerai dans quelques instants cherchent Paul Biya. Mais Dr. Joe Walters dit qu'il était à Etoudi pour, bien évidemment, aller apporter son soutien, le soutien des intellectuels, des universitaires, 800, pour que Paul Biya
soit encore là comme Abraham, qu'il soit là ad vitam aeternam. Vous savez que tout cela est compliqué. Comment il a fait? Même René Sadi ne parvient pas. Le Premier ministre ne parvient plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Le ministre de la Défense ne parvient pas. Mbargangele ne parvient pas. Mais Joe Walters a été reçu donc à Vubia. Mesdames et messieurs, la rencontre historique, la rencontre que tout le monde ne pouvait pas imaginer entre Paul Biya dans ses appartements. Les gars, c'est-à-dire que vous ne savez pas, hein, les gens se dépassent ici-bas. Moi, je recevais Walters ici, Joe Walters, je croyais que c'est un petit. Il m'appelait mon grand, mais maintenant c'est moi qui l'appelle le grand. Le grand, c'est comment? Comment va Paul Biya? De toutes les façons, il est passé à la télé. Déjà, il vous a dit que Paul Biya se porte très très bien. Donc, il faut laisser tout ce que vous entendez là. Tout ce que vous entendez là, c'est le mensonge. Bon, mesdames et messieurs, un ambazonien, un intellectuel, un anglophone, voici le récit de l'incroyable rencontre entre Joe Walters et Paul Biya. On y va. Je reçois Dr Joe Walters, celui-là même qui a eu la chance, l'opportunité de rencontrer le chef de l'État, Paul Biya. Bonjour, Dr Joe Walters. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité sur votre direct. Alors, vous avez publié dernièrement que vous avez rencontré le chef de l'État, Paul Biya. C'était quand, où et comment? J'ai vu le président de la République le 13 août 2025, vers midi au Palais de l'Unité. Et comment ça s'est passé? Je me suis rendu au Palais de l'Unité le 13 août 2025, vers 9h45, pour déposer la motion de soutien de plus de 800 docteurs Piadji du Cameroun qui souhaiteraient remettre solennellement motion de soutien au président de la République. Alors, le dossier est déposé au service courrier à l'intérieur du Palais de l'Unité, chez la DSP, parce qu'on m'a donné la décharge. C'est la DSP, c'est visé DSP PRC, donc ça allait directement sur la table du président. Alors, quand je ressors du palais, je m'installe au niveau de l'esplanade, puisque je ne suis pas véhiculé. C'est une voiture que j'ai empruntée qui n'avait pas de dossier complet. La garde présidentielle a refusé l'accès. Ils m'ont demandé de traverser. On a cherché une voiture qui m'a amené. C'est la garde présidentielle qui me cherche une autre voiture qui m'amène à l'intérieur du palais. Et quand maintenant je finis de déposer le motion de soutien des docteurs Piadji du Cameroun, je m'assois à l'esplanade du palais en attendant un employé lambda de la présidence qui va démarrer sa voiture pour que je puisse me rentrer chez moi. C'est quand quelqu'un vient démarrer sa Mercedes que je me rapproche pour me présenter et lui dit de m'amener à l'extérieur du palais. Il change maintenant de route. Il ne sort plus là où je suis entré. Et c'est par là que j'ai vu le président de la République. Je ne vous dirai pas où exactement au palais et comment. Mais je vous rassure que j'ai vu le président de la République. J'ai été touché. Ma chair est devenue très froide. Je me sentais trop glacé. Je me suis dit, je dois parler. Peut-être que c'est Dieu, c'est ma chance de l'avoir aperçu à distance. J'ai décidé de faire donc la déclaration. Celui qui m'a porté dans sa voiture, je ne le verrai plus jamais. C'était ma première fois de le voir et c'est ma dernière fois de le voir dans ma vie. Il est mort. Et il m'a dit, docteur, voilà ton vieux. Il faut aller dire à la télé qu'il vit. Comme Chiroma a dit qu'il ne vit plus, qu'il n'est plus là, qu'il ne le voit plus depuis 14 ans. Et comme tu parles à la télé, il n'a pas dit que tu as vu le président. Tu as vu le président, il était à pied ou il était dans le véhicule? J'ai vu le président, il était à pied. Il n'était pas dans un véhicule, il était à pied. À pied? Et il n'y avait pas de garde à côté de lui? Il était assis. Quand il dit à pied, il était assis quelque part avec les gardes. Il était assis quelque part avec les gardes. Il avait un journal. Il avait un journal entre ses mains. Il y avait les gardes à côté de lui.
Donc, c'était à l'extérieur. Je ne vous dis pas. À l'intérieur, j'ai dit qu'on m'a mené à l'extérieur du palais. Étant à l'intérieur, la voiture a changé de direction. Je ne suis pas entré où je suis sorti. Je me suis retrouvé plutôt au carrefour du palais. Et là où nous sommes sortis, c'est là-bas, c'est entre le carrefour du palais et l'intérieur du palais, c'est là où j'ai vu le président. Donc, vous avez vu un président assis entouré des gardes. Les gardes, ils étaient habillés comment? L'état-major. Ils étaient habillés en costume. Et le président était assis sur quoi? Sur une chaise, sur un banc? Sur une chaise, sur une chaise. Avec un journal à main. Est-ce qu'il y a les chaises à l'extérieur du palais de Toudi? Je ne parle pas à l'extérieur. Je vous dis que quand la voiture m'a pris à l'esplanade du palais, on m'a mené vers la route qui contourne derrière le bâtiment du palais. Il y a le drapeau, derrière les appartements du président et derrière la maison du président. C'est là où je suis sorti. En sortant, j'ai donc vu le président dans un de ses appartements. Dans un de ses appartements? Oui. Mais l'appartement du président a une clôture. Dans des appartements, donc vous êtes entré dans l'appartement du chef de l'État? Bref, j'ai vu le président au palais de l'Unité. Je ne vous dis pas exactement où, mais je suis passé là où il y a ces appartements. C'est comme ça que je peux vous dire. On ne dit pas où on a vu le président au palais, mais on dit qu'on a vu le président. Je ne peux pas vous dire. Je vous décris comment je l'ai vu et que je suis passé là où il y avait ces appartements. Même celui qui m'a porté, si vous publiez ça, il va se reconnaître qui m'a porté. Et moi et lui, on a vu le président. Et lui m'a dit que, pas dit comme Chirouba a dit que le président, il ne voit pas le président. Il dit que tu as vu le président. J'ai vu le président. Mais où exactement, je ne peux pas vous donner l'indicatif avec précis. Mais j'ai vu le président assis avec un journal avec son état-major dans un de ses appartements. C'est comme ça que je peux vous dire. Avant maintenant, qu'on m'amène maintenant à l'extérieur du palais, qui est au niveau du carrefour et tout dit. Revenons d'abord parce que je suis journaliste et je dois quand même connaître un certain nombre de détails parce que ce n'est pas la religion que nous faisons. Alors, oui. Voilà, vous avez rencontré le chef de l'État et vous avez trouvé qu'il était en forme donc? Oui, il est en pleine forme. Mais comment vous savez qu'il est en forme alors que lui, il a le journal? Vous ne vous êtes pas approché de lui, vous ne l'avez pas, il ne vous a pas adressé la parole? Non, quand quelqu'un est assis, s'il est dans un mauvais état, vous saurez. S'il est en bon état, vous saurez. Puisqu'il lisait le journal, il était avec le garde-corps. Je le voyais, il était en forme. Quand quelqu'un est en forme, il est assis, vous saurez qu'il est en forme. Je vous confirme que j'ai été touché, j'ai eu la chair de poule. Bon, maintenant, je veux d'abord savoir, vous êtes entré par où pour le palais? Je suis entré par le carrefour Montfébé. Par le carrefour Montfébé. Détaillez-nous comment vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait pour comment vous êtes entré? Vous êtes allé avec votre véhicule? Non, j'ai pris Yango. Je crois que le service de renseignement m'écoute. Ils peuvent aller sur Yango, voir si je n'ai pas commandé Yango au carrefour Bastos vers 10h, le 13 août 2025. Et Yango, une Yaris, le numéro c'est 10 quelque chose. Oui. Et je suis arrivé au carrefour Montfébé. On a pris maintenant la guérite de l'entrée du palais. Je me suis présenté. La garde présidentielle m'a demandé de me descendre. J'étais accompagné de mon chien de garde. Avec le chauffeur, nous sommes allés à la guérite pour nous identifier. On a dit que Yango n'entre pas. Ton chien de garde? Oui. C'est-à-dire, tu pars avec... Regardez. Oui. Et dès que vous êtes arrivé, donc... Dès que je suis arrivé à la guérite, on a demandé qu'on s'identifie. On a refusé que Yango n'entre pas au palais. Et on a demandé à tous ces gens-là de se replier, que c'est moi seul qui va entrer. Ils se sont repliés. La garde présidentielle m'a demandé de traverser à pied le portail. J'ai traversé. Je suis arrivé à l'intérieur, deuxième poteau. Une Mercedes est venue me chercher et m'a mené. À la sortie, la Mercedes est partie. Je ne connais même pas que c'est qui était dans la voiture. À la sortie, maintenant, quand j'ai fini, je suis venu m'asseoir en attendant pour voir une autre voiture par hasard qui va m'amener. Donc, tous ces gens qui m'ont amené à l'intérieur et m'ont conduit à l'extérieur, je ne les connais pas. C'est à travers eux que j'ai vu le président. Lorsqu'on va au palais,
Normalement, c'est pour aller voir quelqu'un. Vous partiez dans quel service et voir qui? Je suis parti déposer un courrier. Je suis allé au service courrier. Donc, vous n'êtes pas entré au palais? Je suis entré au palais. Le service courrier. Veuillez m'excuser. La dernière barrière, la dernière, quand vous traversez la première, vous allez l'esplanade, après la présidence vous contrôle. Vous traversez maintenant la barrière où on met la carte électronique là, ça ouvre. On vous fait entrer à l'intérieur. La DSP m'a même célébré, m'a félicité de mon travail que je fais à la télé. Vous pouvez vérifier toutes ces informations. Si vous voulez, je vous envoie la décharge. Hein. Je vais vous envoyer la décharge. La décharge que j'ai. Le service courrier à l'intérieur du palais, ce n'est pas à l'extérieur. Oui. Alors, quand vous avez... Je vous envoie la décharge, si vous voulez. Oui, vous allez m'envoyer la décharge, mais pour l'instant, je veux d'abord savoir comment est-ce que vous êtes... Parce que quand on dépose, donc, vous avez donc déposé le courrier, comme vous dites, et on vous a remis votre pièce d'identité pour entrer, vous avez fait comment? Je vous explique, quand vous êtes à la première guérite, soit on vous donne le badge, ou on vous donnez votre CNI, on vous enregistre, on vous remet la CNI, on prend le dossier de véhicule. Oui. Vous arrivez à l'esplanade, vous garez. Si vous avez un véhicule qui peut entrer au palais, on vous laisse au dernier contrôle, parce qu'il y a des contrôles, dernier contrôle par la DSP. On vous laisse au dernier contrôle. Si vous n'avez pas de voiture qui peut entrer au palais, vous marchez à pied, vous montez au dernier contrôle, vous emmenez maintenant au niveau... On marche à pied? On marche à pied au palais là? Non, je vous explique que de l'esplanade à la deuxième barrière, c'est à un pas. C'est à un pas, mais non, les vidéos que nous avons et les informations du palais, on ne marche pas à pied là-bas. C'est un bus qui vient vous prendre lorsque vous êtes déjà enregistré. Donc, l'esplanade du palais, c'est là où il y a les bus qui portent les employés viennent garer, où les véhicules privés viennent garer. Quand vous traversez l'esplanade, maintenant, vous devez monter en haut à la deuxième barrière, où les voitures entrent au palais. Marcher à pied, ça veut dire que tu gares la voiture, non? Oui, vous garez dans quel parking? Est-ce que vous pouvez nous dire, le parking, c'était quoi? Dans le parking où tous les bus qui amènent le personnel présidence à l'extérieur, dans les villes à Yaoundé, viennent garer. Ça s'appelle... Mais le parking a quand même un nom, non? Non, c'est l'esplanade, ce n'est pas le parking, c'est l'esplanade qui est vers l'entrée du carrefour Montfaible. Il y a une esplanade où tous les bus qui portent le personnel de la présidence viennent garer. Eux, ils n'entrent pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est les voitures de service qui entrent à l'intérieur. Et quand vous garez là où il y a les bus qui portent le personnel, vous devez monter à pied. Si votre véhicule ne peut pas entrer, vous devez monter à pied. Si vous ne pouvez pas vous attendre, la voiture vient vous chercher. Mais moi, j'étais trop pressé, j'ai monté à pied à la deuxième barrière, comme je n'avais pas de véhicule. Donc, vous avez fait, quand on voit, il y a quand même des distances à parcourir à l'intérieur du palais, et, oui. de 2 kilomètres. Vous avez fait ça, tout ça à pied? Non, de l'esplanade où il y a des bus, des personnels du palais. À la deuxième barrière, c'est proche. Il y a plusieurs entrées au palais. Je parle de l'entrée. Mais pour sortir du palais, on n'a pas besoin d'aller passer par les appartements du chef de l'État. Aucune sortie là-bas. Ce n'est même pas autorisé. Comment vous avez fait pour aller là-bas lorsqu'on sait que c'est interdit et qu'il y a un service spécial? Quel service vous a autorisé d'aller passer par là-bas et d'ailleurs, il n'y a pas de sortie là-bas. Quel miracle vous avez fait? Je n'ai pas fait un miracle. C'est quelqu'un qui m'a porté. Et il m'a fait voir le président. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, pour voir le président, il faut quand même entrer dans ses appartements. On ne peut pas voir le président à l'extérieur, au regard de la politique. Oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas vous donner les détails. Mais j'ai vu le président dans ses appartements. Ça veut dire que j'étais là où il y avait ses appartements.
avant maintenant qu'on m'amène à l'extérieur. Ah oui, mais là, la version change parce que vous devriez sortir et là, quelqu'un vous amène, quelqu'un que vous ne connaissez même pas, il vous amène chez le président et le président ne vous reçoit pas. Je ne suis pas allé voir le président. Mais pour que vous puissiez voir le président, il faut bien que le portail s'ouvre. Il y a une autre sécurité là-bas. Comment lui il a fait pour entrer? Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a des choses du palais qu'on ne met pas dehors. Ce que je vous dis là, qu'on m'a porté, quelqu'un que je ne connais pas, il m'a fait voir le président. Il a dit, comme tu parles à la télé là, et que tu m'as dit qu'on ne voit pas le président, pas dit que tu as vu le président. Je n'étais pas parti là pour rencontrer le président, c'est le hasard, grand frère, c'est le hasard. Alors, vous avez rencontré le président à quelle heure? Vers midi, c'est-à-dire vers les 11h49 comme ça. Vers les 11h49, un chef de l'État, c'est-à-dire qui est supposé être au bureau, est dans ses appartements privés. Et vous trouvez qu'il se porte très bien. Donc, à peu près, si... Bon, oui. Je ne sais pas si il s'apprête, parce qu'on me disait qu'il s'apprêtait pour monter au bureau. Je ne sais pas si finalement, voilà pourquoi j'ai dit qu'il se dirigeait vers le bureau, parce qu'après ça, on me disait qu'il devait monter au bureau. Donc, je ne sais pas si finalement, il est monté au bureau ou pas. Où étiez-vous exactement? C'est que je peux vous confirmer que j'ai eu la chair de poule. Oui, nous ne sommes pas actuellement sur des chairs de poule, nous sommes sur des faits précis. Qu'est-ce que vous étiez, à quel endroit? C'était quel immeuble? C'était l'immeuble 1 au palais où on vous a pris, l'immeuble 2. Décrivez-nous, parce qu'il y a plusieurs immeubles au palais. Avant de vous prendre, vous étiez exactement positionné où? Là, c'est un secret du palais, je ne veux pas vraiment... Ce n'est pas un secret du palais, ce n'est pas un secret parce que tout le monde y va. Ce n'est pas interdit. Oui. Il y a la chancellerie, il y a la grande chancellerie au palais. Est-ce que vous connaissez là où se trouve la grande chancellerie? Vous l'avez vu? Je connais la grande chancellerie, j'ai été reçu là-bas auparavant. Alors, vous étiez à quel niveau au secrétariat? Où exactement pour qu'on vous prenne? Parce qu'il faut quand même que nous ayons certaines informations crédibles. On vous a pris à quel niveau? On m'a pris à l'esplanade où les bus des personnels viennent souvent garer. Et on m'a amené vers le haut, là où il y a le portail qui est décoré là. Le portail, il y a un portail là qui est décoré. Le grand portail là, je ne connais pas bien le palais. Oui, le grand portail est tout juste devant, mais on entre à droite. On entre à droite. Oui, donc, on ne peut pas venir vous chercher, on ne peut pas venir vous chercher ni au grand portail, parce qu'on ne s'arrête pas là, ni à droite, il faut encore continuer pour aller garer au parking Est. Bon, voilà, moi je ne suis pas là-bas, mais je vous donne quand même quelques indications. Mais maintenant... Les parkings que tu parles là ne sont pas là où j'étais. Là où j'étais, on n'a pas écrit les parkings là-bas. Tous ceux qui entrent au palais savent de quoi je parle. Quand vous partez de Carrefour Montfébé, il y a un esplanade, c'est l'esplanade, et il y a le stade. Donc vous dites que vous étiez à l'esplanade, et c'est à l'esplanade donc qu'on vous prend pour vous amener où exactement? Pour m'amener où il y a le président, où j'ai vu le président, à distance. Je ne suis pas venu à côté de lui. Donc quand vous voyez quelqu'un à distance, vous pouvez estimer qu'il se porte bien. Oui, bon, j'ai vu à distance, j'ai vu qu'il avait un journal, moi il était assis sur une chaise, et puis celui qui m'a apporté m'a dit qu'il va monter au bureau tout à l'heure. J'ai vu, puis j'ai compris, j'ai confirmé que non, il est en bon état. Bon, là d'où vient ma sortie. Là il était assis, les appartements en quelle couleur? Quelle peinture? Non, vraiment, je préfère vraiment ne pas donner ces informations. Ah, tiens, mais attendez, ce n'est pas quand même un secret d'État, ça. Si vous voyez le président, il était habillé comment, le président? Non, vraiment, je ne peux pas vraiment dire ça. C'est des choses top secret, je ne peux pas... Ça ne peut pas être top secret, tout le monde voit les tenues du président, même au défilé. Mais tout le monde va... Je ne peux pas, non. Mais vous avez vu le président, il faut que nous sachions, est-ce qu'il était habillé en boubou? Est-ce qu'il avait des sandalettes? Est-ce qu'il a été en costume?
est-ce qu'il avait sa culotte? Est-ce qu'il était en jogging? Parce que parfois, il peut faire la marche. Alors, nous voulons savoir dans quelles conditions est-ce que vous avez vu ce président? Non, vraiment, comment le président était habillé, je préfère ne pas parler. Et la couleur de l'appartement, où exactement, je préfère ne pas parler. L'essentiel est que, est-ce que j'étais au palais? Oui. Est-ce que le président de la République était présent au palais? Oui. Est-ce que j'ai vu le chef d'État? Je confirme que j'ai vu le chef de l'État. Moi aussi, moi aussi, je peux vous confirmer tout de suite que j'étais au palais. Et qu'est-ce qui vous dit que je n'étais pas au palais? Moi, j'étais au palais hier et j'ai vu le président. J'ai vu que le président, lui, il était couché sur la cour. Comment est-ce que vous pouvez contredire ça, vous? Vous pouvez me contredire si je vous décrète ça? Que j'ai vu le président couché dans la cour, j'étais au palais. Et je dis, croyez-moi, vous pouvez me dire le contraire de ça? J'ai dit ceci, que j'ai décidé de ne pas dire comment le président était habillé et la couleur de l'appartement. Il était assis comment? Il portait quoi sur lui? Dr. Cho Walters, vous êtes un intellectuel et vous savez très bien que Maître Akeremouna a saisi le Conseil constitutionnel conformément à l'article 118, alinéa 1 de la loi électorale numéro 2012-001 du 19 avril 2012. Voilà. Et pourquoi? C'est pour l'inéligibilité du président de la République. Alors, parce qu'il explique qu'on ne voit pas le président de la République. Et l'audience se tient, bien sûr, vendredi. Alors, vous me portez témoin pour aller dire que vous avez vu le président, qu'il est effectivement là? Oui. S'il est possible que je me présente au Conseil constitutionnel pour dire que j'ai vu le président, je vais me présenter que j'ai vu le président. Justement, les questions du Conseil constitutionnel est justement qu'Akeremouna vous pose et me demande de vous poser parce qu'il va vous présenter cela. C'est que dans quel état était le président et il était entouré de quoi? De la DSP, de la garde présidentielle, de la gendarmerie. Vous l'avez vu comment? C'est ça la question qui vous sera posée et justement je vous la pose parce qu'il est en train de faire sa requête. Il est en train de faire sa requête et il va me prendre comme témoin. Oui. Mais il a mon numéro, pourquoi il ne m'appelle pas? Alors en même temps, parce que je suis journaliste, donc je vous appelle donc pour vous demander, parce que je vais conforter toutes les thèses, que est-ce que vous pouvez aller témoigner que vous avez vu le président bien portant? Et sur quel argument vous trouvez qu'il était bien portant? Est-ce que vous l'avez vu? J'aurais des arguments que j'ai vu le président. Qu'il mène sa requête et que je sois porté comme témoin au Conseil constitutionnel que j'ai vu le président de la République. Et qu'il était bien portant? Oui, qu'il était bien portant. Quand Akeremouna me convoque au Conseil constitutionnel, demande. Je vais aller dire que j'ai vu le président, qu'il est bien portant. J'attends ça. Monsieur Dr. Cho Walters, avez-vous aujourd'hui le sentiment que le président de 92 ans est bien portant alors qu'on sait qu'il vient de passer 42 jours consécutifs à l'étranger parce qu'il se soignait? Comment vous savez qu'il est bien portant? Par physionomie. C'est-à-dire que j'ai reconnu l'état du président. Je ne suis pas son médecin. Par physionomie, j'ai reconnu son état, qu'il est bien portant. Je ne suis pas son médecin, mais par physionomie, c'est-à-dire que physiquement, j'ai vu qu'il est bien portant. Donc pour vous... Voilà l'élément que je peux prendre comme argument. Donc pour vous, si vous trouvez quelqu'un, vous regardez la physionomie, vous n'avez pris aucun paramètre, ni sa tension, ni sa température. Vous n'avez pas fait des analyses du sang. Vous déduisez parce que vous l'avez vu qu'il se porte bien, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il lisait un journal, il y faisait des gestes.
Donc, faire des gestes égale être bien portant. Oui, selon mon regard, je ne suis pas le médecin pour dire si qu'est-ce qui ne va pas au-delà. Vous vous êtes tenu, vous étiez à combien de mètres du président et pendant combien de temps? Non, pour ces éléments-là, vraiment, je ne peux pas donner ça au téléphone. Mais on va vous dire, Dr. Walters, vous avez vu quelqu'un qui est un chef d'État. On vous a mené le voir pour aller témoigner à la télé. Et nous sommes des journalistes. On vous a envoyé en mission d'aller témoigner. On vous dit, vous étiez à combien de mètres, docteur? Mais tu as dit que le monsieur qui était avec vous, vous a dit, voilà ce que Issa Turoma dit. Allez dire à la télé que vous avez vu le président. Je vous pose la question, vous étiez à combien de mètres? Et pendant combien de temps? Ces détails-là, vraiment, je ne peux pas vous donner ça. Bon. Alors, Dr. Walters, vous m'avez saisi pour déclarer, et vous avez posté ça sur des réseaux sociaux, pour vous offusquer du recrutement de 150 enseignants dans les universités d'État. Et vous avez dit, ça montre un phénomène de tribalisme. Aucun anglophone. Vous dites dans le même poste que vous avez été recalé à 3 reprises et que vous alliez donc reprendre vos positions énergiques de 2016. Aujourd'hui, vous venez dire plutôt que des centaines de milliers d'universitaires, d'enseignants veulent plutôt que Paul Biya reste au pouvoir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Bon, c'est vrai que j'avais dit ça. Et puis j'ai développé une méthode pour régler ça. Ma grève du février 2025 a pu régler le problème du tribalisme au niveau du recrutement, favoritisme, népotisme, corruption. Et plusieurs dans mon équipe ont été recrutés et certains sont en train d'être recrutés. Voilà ma réponse pour la sphère de la grève. Maintenant, pour les problèmes qui sont à l'université, c'est normal qu'il y ait des problèmes. On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème de gouvernance universitaire. Mais au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, il y a des services qui sont chargés pour ça. Je n'ai pas vraiment les bonnes données pour assumer mes propos qu'il y a la malgouvernance à l'université. Mais sinon, il y a quand même un petit souci à l'université qui est en train d'être réglé par certains services centraux du ministère de l'enseignement supérieur. Maintenant, s'agissant du mandat du président public, je me suis rendu compte qu'il faut qu'il finisse ce qu'il a commencé. À 92 ans, oui, je dis qu'on lui donne ce dernier mandat. Je n'ai pas dit 2 mandats, j'ai dit on donne le dernier mandat au président pour qu'il finisse ce qu'il avait commencé depuis 43 ans. Sa sœur est morte à 105 ans. Dans sa famille, on met long. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Donc, comme dans la famille, on meurt tard, je devrais quand même vous dire qu'un des frères de Paul Biya est mort à 56 ans. Donc, il n'y a pas un théorème qui veut dire qu'on meurt tard ou on meurt long. Qu'est-ce que le président a commencé qu'il doit finir? Les projets structurants. C'est-à-dire? Les projets qui mènent au développement économique, social. Est-ce que vous pouvez nous les rémunérer? Bon, au niveau économique, on voit que la croissance économique a basculé un peu. Depuis 1982 à plus de 3%. Je vous rappelle que la croissance sur Madoïdio était de 6%. Continuons. Oui, bon, c'était de 6%, on n'avait pas la même démographie. Ah, cela veut dire que tu vas aussi accuser le Nigeria ou bien les pays qui sont très développés, qui ont une forte croissance. Donc, ce n'est pas un problème démographique. Continuons.
les projets que Paul Biya doit finir. Il y a les problèmes infrastructurels. Au niveau des universitaires, les universités sont en cours de construction, sont dans les chantiers. Certaines universités sont en chantier. Il y a des routes qui sont en chantier. Il y a la crise anglophone qui n'a pas fini. Les problèmes sociopolitiques. Comme l'opposition se plaint qu'il y a des prisonniers politiques en prison, c'est le domaine politique qui est en chantier. Il doit régler tous ces problèmes. Il y a ceux qui ont volé l'argent dans les caisses de l'État. Il doit les envoyer en prison. Il y a beaucoup de dossiers qui sont sur sa table. Il faut qu'il finisse avec tout ça. Voilà ma préoccupation. Dr. Cho Walters, à vous écouter donc, c'est que ce n'est que Paul Biya qui peut commencer ce qui peut terminer ce qu'il a commencé. Donc, Ahidjo devrait lui aussi continuer ce qu'il avait commencé. Mais concrètement, lorsque vous regardez le stade au Lembe, vous avez parlé des infrastructures. Le stade au Lembe devait être livré depuis 2016. Nous sommes quand même en 2025. Il sera livré quand? Quand nous voyons par exemple qu'il y avait la santé pour tous en l'an 2000, nous sommes en 2025. Il y aura la santé, ou bien on refait marche arrière ou quoi? Les barrages de Membele et consorts, dont tous les délais sont déjà expirés. Il va le terminer quand? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour qu'on sache? On fait marche arrière ou bien comment? Merci pour la question. Le président Paul Biya est déçu de certains de ses collaborateurs. Quand il a fait son discours le 31 décembre 2024, il a dit qu'il a mis les moyens, mais il ne voit pas les routes. Le président de la République, le chef de l'État, a nommé certains responsables qui ne font pas leur travail. Raison pour laquelle il est accusé, comme vous le faites actuellement. Pourquoi Ahidjo élu? Nous pouvons dire qu'il y a des dossiers qui traînent sur sa table qui doivent régler ça. On ne cherche pas à savoir s'il a 92 ans, ou il a 100 ans, ou il a 62 ans. Nous estimons, moi j'estime qu'il faut qu'on lui donne le mandat et règle ça. S'il veut faire la transition, qu'il fait. S'il veut rester mourir au pouvoir, qu'il reste mourir au pouvoir. Mais mon objectif, c'est que ce qu'il a commencé, ce qu'Ahidjo avait commencé, n'est pas la même chose que Biya a commencé. C'est deux mondes différents. Bon, le stade Lembe et tout ça là, les dossiers sont en justice. Et les victimes seront... Aucun dossier de Lembe n'est en justice. Donc, je ne sais rien. Voilà, donc il ne faut pas... Vous êtes un enseignant universitaire. Ce sont les faits. Donc, si un dossier est en justice, on convoque d'abord au niveau de la gendarmerie ou alors de la police, ce qui n'a jamais été fait. Or, oui, vous avez également le dossier Covid qui n'a pas été fait. Donc, vous dites que le président Biya a été déçu et que les autres ne travaillent pas. Je veux juste vous poser la question. Le président Paul Biya que vous avez vu à l'heure de travail, il était chez lui. Il travaille quand? Il travaille quand? Le dernier conseil des ministres s'est tenu quand? Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que s'est tenu le dernier, la dernière assise du conseil de la magistrature? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens, des magistrats qui n'ont pas de poste, d'autres qui sont en retraite, qui ne sont pas partis. Mais vous pouvez me dire quand est-ce qu'il travaille? Vous l'avez vu chez lui à l'heure du travail. L'heure que tu m'as donnée, que vous m'avez donnée plutôt, c'est l'heure du travail. Lui, il lisait le journal calmement chez lui. Alors, il travaille quand? Il lisait le journal pour aller au bureau. Ah bon? Oui. Pour aller au bureau. Vous l'avez vu au bureau? Vous avez vu Paul Biya au bureau? J'ai dit qu'il lisait son agenda de ce jour était après, il devait aller au bureau. C'est moi qui te dis, non? Il faut vérifier qu'il est monté au bureau le jour-là. Est-ce que vous connaissez le bureau de Paul Biya? Arrêtez-moi. Oui, je connais son bureau. Son bureau est où? Il y a le premier bureau est au dernier niveau du grand immeuble, il y a le drapeau.
il y a un autre... C'est le deuxième niveau, c'est quoi? Le deuxième niveau, c'est le cabinet civil. Il a un bureau au cabinet civil? Je dis que le dernier niveau, c'est ses bureaux. Le deuxième niveau, c'est le cabinet civil. En descendant, il y a d'autres services. Le bureau du président est au dernier niveau. Il y a le drapeau, le bâtiment du palais, il y a le drapeau. À 100 mètres de là, il y a aussi ces appartements où il y a les bureaux. Donc, il a 2 bureaux au palais. Ah. Et il partait dans quel bureau? Bon, moi, je ne sais pas s'il est monté dans quel bureau. Je sais que quand je partais, il montait au bureau. Je ne sais pas s'il allait dans quel bureau. Est-ce que vous pouvez donc nous dire, quand il a fait son dernier conseil des ministres, puisque vous dites qu'il travaille, pourquoi est-ce qu'on n'a pas remplacé les magistrats? Pourquoi est-ce que les directeurs aujourd'hui sont supposés être en retraite, ont déjà dépassé 20 ans alors que la loi demande que ce soit 9 ans maximum? Pourquoi les PCA sont là? Pourquoi les gouverneurs retraités sont toujours en poste? Et vous dites qu'il doit continuer à travailler alors que voilà son premier travail. Est-ce que vous pouvez vraiment, en toute honnêteté, nous dire que Paul Biya travaille bien? Oui, il travaille bien. Il travaille bien. Ce que tu dis là, oui, il travaille bien. Bon. Il travaille bien. Ok, d'accord. Pour ce que tu dis là, qu'il n'y a pas conseil et tout, je ne vais pas entrer sur les affaires internes du palais. Le président travaille bien. S'il y a des gens à l'extérieur qui sabotent son travail, c'est eux qui sabotent, mais le président travaille bien. Mais il y a des gens qui sabotent son travail. C'est vous qui êtes venu écrire que Paul Biya, son régime, c'est le népotisme, le tribalisme, le favoritisme. Ce n'est pas des gens qui ont écrit. Dans un secteur, d'activité. On y va, c'est toujours vous. C'est vous qui venez de dire que vous avez fait une enquête pendant 7 mois et vous avez trouvé que 22 802 filles du Cameroun âgées de 13 ans vendent le piment en ligne dans 8 villes et dans 3564 hôtels. C'est vous qui dites donc que ce régime ne protège pas la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est responsable de cet échec? C'est un problème de gouvernance. Il n'y a pas la responsabilité ici, là. Ah, mais vous dites que c'est les autres qui salissent le pays, mais c'est vous qui avez écrit ça. Oui, les autres qui salissent le pays, c'est eux, donc il faut les attaquer. Et le président est en train de mener une stratégie pour les traquer en justice. Voilà donc ma dénonciation. Dr. Cho Walters, vous êtes... Est-ce que vous avez encore vos parents qui vivent? Quel âge ils ont? Mon père ne vit plus. Je suis de la famille royale de la communauté comme dans le département du Boyo, arrondissement de Fendon. Mon père était chef de 3e degré, petit frère du roi de la communauté dont je suis le prince. Ma mère a plus de 80 ans et elle vit, bon, je ne peux pas donner là où elle vit. Elle n'est pas au Cameroun. Elle vit avec mes soeurs et frères à l'étranger. Votre retournement n'est-il pas dû au fait que Femme Ndongo vous a recruté alors que vous étiez tout feu que flamme quand vous étiez en train de dénoncer sur mon plateau? Non, ça n'a rien à voir avec Femme Ndongo. Mon recrutement n'a rien à voir avec ma position actuelle. Je suis toujours avec le mouvement, je n'ai pas laissé le mouvement. Dr. Cho Walters, un enseignant, oui. Un enseignant n'est pas supposé prendre position par rapport au parti au pouvoir. Les étudiants que vous enseignez, ils feront comment si eux, ils ont une tendance pour l'opposition? Comment se peut-il que ce soit des enseignants universitaires qui, aujourd'hui, alors que Paul Biya vous a dit que l'école, bien évidemment, était apolitique, comment vous faites pour maintenant vous mêler jusqu'à aller donner des motions de soutien?
alors que certains de vos étudiants se plaignent des frais de scolarité à l'université, du manque d'infrastructures et même du niveau universitaire qui a totalement eu à se dégrader. Comment vous faites pour demander, pour aller offrir le soutien à BIA? Il faut clarifier les choses. C'est Granger qui avait un intellectuel. Il a dit que nous avons deux catégories d'intellectuels, les intellectuels progressistes et les intellectuels organiques. Les intellectuels organiques, c'est ceux qui défendent l'ordre établi. Les intellectuels progressistes, c'est ceux qui sont dans l'opposition. Oui, l'université est apolitique, mais l'université, de fait, est politique. Okay. Les enseignants d'université devaient donc savoir si de leur façon de recherche, les éléments qu'ils ont trouvés dans le domaine de recherche, ça peut aider le régime ou bien ça peut aider l'opposition. Ils décident selon ses convictions. Et nous avons suivi l'appel des motions de soutien. On a juste suivi. On a dit qu'il faut qu'on aille déposer. Voilà la réponse que je peux vous donner. Et lorsque vous partez... Je suis un intellectuel organique. Je suis un intellectuel organique. Donc, vous êtes un intellectuel du ventre. Et lorsque... oui, organique, pas du ventre. Vous savez... Il faut faire la différence. J'ai toujours été avec BIA. Même dans mon mouvement de grève là, j'ai toujours été avec BIA depuis le lycée. Depuis le lycée, tu étais avec BIA. Ce n'est pas que... Montre-moi une seule vidéo où un poste où j'ai insulté le président Paul Biya. Jamais. J'ai toujours été avec lui. Si je le soutiens, c'est depuis l'enfance. Donc, personne ne peut pas dire que j'ai retourné la veste. Ok. Donc... Oui. Nous sommes donc en train de parler de ces BIA qui devrait avoir actuellement 92 ans et vous dites qu'il travaille très bien. Oui. Entre 2018 et 2025, la dette du Cameroun a été doublée. Aucune infrastructure n'a été achevée. Nous sommes à 14 000 milliards. C'est vous qui allez rembourser ça ou bien vous voulez qu'on continue à toujours à nous endetter parce qu'actuellement, on demande encore un prêt de 930 milliards. C'est ça, travailler bien? Quand vous parlez de la situation économique du Cameroun, elle ne dépend pas de la volonté du président, mais du contexte. Je vous explique. Le budget du Cameroun, c'est 25% de la douane, c'est 25% du pétrole, c'est 50% d'autres. On ne peut pas du secteur privé. La balance commerciale est déficitaire de 1400 milliards. On connaît le taux d'inflation, on connaît le taux de pauvreté. Les empreintes qu'on fait là, on veut renforcer le développement économique, le service de la dette, gérer le budget. Parce que le budget du Cameroun est 7 500 milliards là. Voilà d'où vient l'argent. L'État a estimé que ce qu'on a pris dans le pétrole, ce qu'on a pris dans la douane, ce qu'on a prélevé comme impôt et d'autres secteurs d'activité, ça ne paye pas le service de la dette et ça ne renchérit pas les caisses de l'État pour mener ce développement dans tous les sens. Voilà pourquoi on demande l'argent. Oui, on doit emprunter, mais la dette est soutenable. Le taux de la CEMAC, c'est 70%. On est à plus de 40%. Donc la dette est soutenable, on peut emprunter. Vu le principe, parce que c'est un principe, on doit emprunter parce qu'on n'a pas atteint le plafond de la dette, qui est 70%. Quel fait-on, on vous pose la question, que fait-on avec cet argent de la dette? Parce que je vous dis, aucune infrastructure n'est achevée, alors que c'est des projets qui ont totalement consommé ce qui était prévu, c'est-à-dire que 100%, voire 110%. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit, je me répète, la dette n'est pas mauvaise. Ça dépend de la soutenabilité de la dette. Maintenant, si les gens ont détourné les fonds publics, là, ce n'est plus le problème du président.
Ah bon? C'est le problème des gens de mauvaise foi. Oui, c'est le problème des gens de mauvaise foi. Ah, ils sont en liberté. Et ils sont en liberté. Et ce n'est pas le... Mais est-ce que vous savez que cet argent, est-ce que vous savez que ceci me concerne, vous concerne vos enfants qui doivent rembourser? Vous dites que ce n'est pas le problème du président. Le président sert à quoi? Je dis que là, ce n'est pas le président qui a volé l'argent. Ceux qui ont volé l'argent, le président va les arrêter et envoyer en prison. Il va les arrêter quand? Comment? Il vous a dit ça? Il ne m'a pas dit, mais je ne connais pas comment ces méthodes de travail. Je sais que les dossiers sont en cours. Mais, merci, Dr. Walters, de nous avoir accordé cette interview tout en vous souhaitant bonne chance. On aimerait tout simplement vous poser une dernière question. Vous êtes content de voir Fama Ndongo encore continuer 10 ou 14 ans comme ministre? Paul Biya 7 ans, Bargangele 7 ans, et ceci 7 ans. Et vous, avec vos doctorats, continuez à être des mendiants? Le problème n'est même pas le ministre Jacques Fama Ndongo. Le problème, c'est des vieux qui sont là, qui ne vont pas en retraite, pour être clair. Les vieux qui ne vont pas en retraite, et vous êtes... Le problème, c'est que le problème n'est pas le ministre Jacques Fama Ndongo, ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est que les gens travaillent mal. Et ce travail, maintenant, ça repose sur ses épaules. Le ministre Jacques Fama Ndongo est très efficace. Il est efficient, il est performant. Et je crois que c'est lui qui a même amené beaucoup de réformes. Il a apporté beaucoup de réformes au niveau universitaire. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain, il n'est pas au bureau, il est sur le terrain. Il vient au bureau rarement. Je vois qu'il est très efficace. Même le problème de ma grève que j'avais amené là, j'ai constaté que ce n'était pas lui le problème. Un ministre, c'est le plus, étymologiquement parlant, c'est le plus petit serviteur du peuple, mais n'est pas un homme de terrain. Il doit résoudre beaucoup de problèmes. Il y a des sous-administrations. Je ne sais pas s'il est sur le terrain pour construire des universités ou pour corriger les feuilles, je ne sais pas. Il fait quoi sur le terrain concrètement? Si on sait qu'Ebolo va chez lui, il n'y a pas un vrai site d'université. Il est performant avec quoi? Et sur le terrain où? Là, il est chef de village, c'est ça? Allô? Oui? J'ai dit, est-ce qu'un ministre, son travail, c'est sur le terrain? Est-ce que si il n'est pas enseignant? Il fait quoi sur le terrain? Il travaille. Il travaille. Bon. Il travaille, il est sur le terrain. Ça veut dire qu'il est visible. Il travaille. Est-ce que vous pouvez me citer une seule université d'État du Cameroun qui est classée parmi les 100 en Afrique? Ce n'est pas de ma compétence. Ah non, mais vous avez jugé que le ministre, dont c'est sa compétence, vous avez dit qu'il est compétent, efficace. Mais si il ne classe aucune de vos universités parmi les 100, et vous dites subitement que ce n'est plus de votre compétence, vous vous basez sur quoi pour dire qu'il est compétent? Je me base sur les œuvres réalisées dans les universités. Merci. Bon. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi le docteur Cho Walters, bien évidemment. Il est parti. Je ne sais pas s'il a récupéré sa pièce d'identité parce que dans ses déclarations, on est parti sortir avec lui ailleurs. Or, pour entrer au palais des Toudi, on laisse sa pièce d'identité avant de prendre le badge. Donc, si docteur Cho Walters s'il a peut-être oublié ça, bon, ça risque un peu d'être un peu grave, mais bon. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup et tout, je vous montre là où il marchait dans ma pied. Vous voyez donc cette distance et personne ne marche à pied. Il y a la forêt un peu partout. Simplement, vous allez voir. Vous
Ça, c'est étudiant. Donc, je ne sais pas là où Paul Biya était assis là. Où Paul Biya était monté sur l'arbre là. Vraiment, il faut m'aider parce que je ne sais pas trop bien. Bon, je vais chercher une autre vidéo. Toujours d'étudier. Parce qu'il faut que je retrouve quand même là où Paul Biya était assis. Et comment il a fait pour aller sortir ailleurs? Hein? Docteur, ah, je te vois, tu es connecté. Dis-moi, tu as déjà récupéré? Est-ce que tu as récupéré ta pièce d'identité? Parce que là, tu es parti sortir ailleurs et je ne sais pas si vous avez escaladé la clôture. Bon, ça c'est étudiant parce que les gens croient que c'est côte à côte là. Pour arriver là où il y a Paul Biya, il y a des barrages partout. Aucune voiture ne peut passer là. Aucune voiture ne peut passer là. Il y a des barrages. C'est-à-dire que quand vous quittez du grand bâtiment, la tour, pour aller chez Paul Biya, c'est un autre voyage. Et un véhicule ne peut pas passer là. C'est quand Paul Biya vient que ces barrières sont levées. Donc moi je ne sais pas. Et puis Joe Walters ne m'a pas donné le nom de celui qui... Quelqu'un ne peut pas quand même vous porter dans la voiture. Il va avec vous chez le président. Vous ne demandez pas son nom, sa carte de visite. Et c'est un peu compliqué, non, docteur? C'est quand même un peu compliqué. Là où vous êtes parti, là. Et d'ailleurs, bon, les voitures qui arrivent, je sais pertinemment que c'est des mini-cars, des mini-bus qui viennent chercher les visiteurs qui sont déjà programmés, qui sont déjà annoncés par avance. Mais bon, ça c'est quand même un peu assez extraordinaire qu'on arrive au palais avec le Nyango et je ne sais pas ce qu'on a dû faire là. Bon, tiens, une chose est sûre, c'est que justement, le cas Paul Biya, parce que beaucoup le cherchent, et nous également avec. Où est donc Paul Biya? À part les contes d'Ali Baba de notre docteur Joe Walters, qui certainement viendra nous dire comment il a pu voir Paul Biya, surtout avec sa garde. Ah oui, vous vous rendez compte, il était avec des hommes qui avaient des tenues noires, des vestes. Dans les appartements de Paul Biya, il ne peut pas s'asseoir et il y a les gardes du corps, non. Les gens sont plutôt au niveau de, voilà, perchés au niveau de la clôture. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre cour et puis les gens sont là en veste. Les vestes là, c'est les tenues d'apparat. Là-bas, chez lui, les gens sont en tenue vraiment militaire, en tenue. Bon, enfin, passons. Où est Paul Biya, puisque le docteur Joe Walters a dit qu'il ne nous dit rien? C'est la même question que se pose à Keremouna et le monde entier. Le Cameroun a-t-il un chef d'État? Difficile à dire. Parce que la première des choses que je vais vous confier aujourd'hui est que les informations qui nous sont parvenues sont très alarmantes. Oui, Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle. Mais est-ce vraiment Paul Biya? Qui l'a vu? René s'est dit, vous avez déjà tout dit, en parlant de 50-50. Or, ce qui est grave, c'est que le Premier ministre rencontrait souvent Paul Biya. Parfois les vendredis. Mais je peux vous dire, les seules fois que le Premier ministre a rencontré Paul Biya, a vu Paul Biya, c'est les mêmes jours que vous aussi, vous l'avez vu à la télé. C'est le même jour, les mêmes jours. Lui aussi, il a vu Paul Biya à la télé. En fait, le Premier ministre du Cameroun, John Gouté, n'a plus eu un tête-à-tête avec Paul Biya depuis février 2024.
Retenez ça. S'il peut démentir, qu'il démente. Mais ça, je vous le dis. Le premier ministre du Cameroun n'a plus eu de tête-à-tête avec Paul Biya depuis février 2024. Avant cela, avant cette date, parce qu'on voulait préparer une élection et parce que justement il y avait des détournements, on s'est dit on va booster la campagne. Donc, on fait un remaniement, puis on fera des arrestations. 3 fois de suite, le Premier ministre s'est présenté au palais. Il n'a pas vu l'ombre de Biya. C'est Ngonda Yolo qui dit au Premier ministre, d'ailleurs, il a déjà lui-même, John Gouté, a surnommé Ngonda Yolo que le président a dit. Il n'a donc pas eu de contact avec Paul Biya. Le pire, c'est que je vous avais déjà souligné que le téléphone de Paul Biya ne passait plus. Le Premier ministre du Cameroun n'a aucun contact téléphonique avec Paul Biya. Le dernier incident, c'est que Issa Chiroma démissionne. Et au-delà de ça aussi, on parle de la démission de Béro Bouba. Le Premier ministre, comme je vous le dis, 3 fois n'a pas pu avoir accès à Biya. Finalement, on laisse, c'est-à-dire qu'un Premier ministre, on laisse à qui? À Baboké. C'est Baboké qui donne le parapheur à Chantal Biya. C'est Chantal Biya qui regarde maintenant. Là où elle ne comprend pas, elle dit à Baboké que ça c'est quoi? Le Premier ministre a donc commencé à s'inquiéter. Puis il ne voit pas le président. Et comme j'ai parlé de la démission, il a décidé d'anticiper et surtout de faire des notes, des propositions pour remplacer les ministres démissionnaires, surtout que c'est arrivé dans une certaine condition qu'on n'a même pas encore remplacé les ministres démissionnaires. Les propositions qu'il a faites n'ont pas été retenues. Il a donc croisé les bras. Et il apprend que son secrétaire général lui dit que Ngongo a dit en pleine nuit que le président a dit que le président sur haute instruction et tout et tout. C'est comme ça qu'on ne fait que remplacer. Première fois, c'était pour remplacer Issa Chiroma. Deuxième fois, c'était Béro Bouba. Le Premier ministre, c'est Dieu. Un projet de vice-présidence lui a été envoyé, soi-disant que c'est un projet de Paul Biya. C'est actuellement sur la table du Premier ministre. C'est-à-dire, après l'élection de 2025, directement, l'Assemblée, on envoie le projet de loi pour la vice-présidence. Et pour qu'on fasse semblant que ce sera lui le vice-président, on dit, le président, s'il est francophone, le vice-président doit être anglophone. John Gouté est donc en train de danser. Il croit que c'est lui qui sera vice-président. Je vous dis que le projet est déjà là. Le projet de loi est déjà là. Bien ficelé par Ngongo, John Gouté, qui n'a plus de contact avec le président, se fait manipuler. Mais depuis un certain temps, lui-même aussi, il guette seulement ce projet-là. Ce qui est beaucoup plus grave,
c'est que Paul Biya a un aîné et un ami qui a toujours joué la courroie de transmission et pour la sécurité. C'est-à-dire Martin Bargangele qui est son aîné d'un an. Le délégué général de la Sûreté nationale, qu'il ne vous mente pas, il ne voit pas Paul Biya. Il n'a plus accès à Paul Biya. Voilà notre pays. Ce qui est grave, vous savez que quand il y avait le Covid, on voyait qui? C'était l'ambassadeur de la France au Cameroun. C'est lui qui était au four et au moulin. La France a réussi à remplacer son ambassadeur. Mais pour la première fois, est-ce que vous avez vu l'ambassadeur de la France avec Paul Biya pour la cérémonie d'au revoir? Niet. Il n'y a pas. Chantal quitte de là où elle est. Elle voit Ngongo, lui dit, tu fais ci, tu fais ça. Donc vous vous rendez compte que les prêtres viennent là, les chefs traditionnels viennent là, les ceci, ils ne se posent même pas des questions que depuis quand Paul Biya peut être au palais et il ne reçoit pas tous les Camerounais, et c'est Ngongo qui nous dit que le président a dit que Ngongo lui-même n'a pas vu Paul Biya. Je vous donne encore un autre scoop. Est-ce que vous savez que Paul Biya, contrairement à ce que Dr Showalters vous raconte, Paul Biya, selon ceux qui sont introduits là-bas, demandez à Franck Biya, il ne peut pas vous dire la vérité. Mais moi, je vous donne alors la vérité. Paul Biya dort pendant toute la journée. Il se réveille à 19 h comme un bébé. C'est là où il prend aussi le petit déjeuner. Paul Biya dort toute la journée. Il est fatigué. Parce que c'est un programme qui a été bien fait pour essayer de le fatiguer. Comme j'ai d'ailleurs dit que le docteur, c'était lui son médecin. Il est mort dans quelles conditions? Regardez que tout le monde qui était autour de Biya a été tué. Tous, ils sont morts. Paul Biya, donc, n'est plus accessible. C'est Chantal qui fait tout. Et qui donne des instructions à Ngongo. Et Ngongo répercute aux autres en disant sur haute instruction. Le gouvernement que vous voyez là, ils ont vu Paul Biya où? Qui peut vous dire là que Paul Biya dit encore ceci et cela? C'est Ngongo. Certains disent que le palais est devenu, ou bien le Cameroun est devenu une propriété de Paul Biya. Non, c'est une propriété de Chantal Biya avec Ngongo. Et c'est pour cela que, dans la vérité, par rapport à la plainte d'Akeremouna, le Conseil constitutionnel ne pouvait rien dire. Parce que vous voyez, c'est Mbondayolo qui arrive là. Il est directeur du cabinet civil. Qui a constitué les avocats? C'est Mbondayolo. Il n'y a pas de signature de Paul Biya sur un quelconque acte. On scanne la signature, on envoie aux gens, et puis c'est comme ça. Nous sommes donc dans un système exactement comme au Gabon, où pratiquement Ali Bongo était devenu inapte. Nous sommes dans un système où le même âge avec Mugabe, ou bien la femme de Ceausescu, le président est manipulé. Le président est séquestré. Le président n'a plus de liberté. Qui va sauver qui pour sauver Paul Biya? Voilà la vraie question. Et le monde entier est en train de s'interroger. Oui, c'est un dictateur. Oui, c'est un homme fort. Oui,
Il doit être candidat pour la énième fois, mourir au pouvoir et tout et tout. Mais ce n'est pas seulement pour lui. C'est pour ceux qui le séquestrent. Le Cameroun est-il la propriété de Paul Biya? Donc Paul Biya en lice à 92 ans, 8e mandat. Il pourrait vraiment, vraisemblablement, l'emporter. Qu'est-ce qui le motive selon vous? Vincent et je commence avec vous. Alors d'abord, il faut se souvenir qu'il fêterait en réalité son demi-siècle. On dit qu'il est au pouvoir depuis 43 ans, mais il était au sommet de l'exécutif dès 1975, puisqu'il a occupé les fonctions de Premier ministre de Ahmadou Ahidjo, l'ex-président. Alors Stéphane Akoa, est-ce que vous partagez ce point de vue? Aujourd'hui, on dit que Paul Biya est retranché dans son village. Est-ce qu'il fait encore des apparitions publiques? Il n'est même pas dans son village. C'est son entourage qui le pousse à se présenter pour la 8e fois. Aujourd'hui, oui, on peut estimer que l'influence de l'entourage est importante, parce que dans cet entourage, il y a non seulement des très proches, bien évidemment, son épouse par exemple, mais il y a aussi des ministres, des personnalités du système qui ont tout avantage à conserver M. Biya pour leur propre sécurité au plan judiciaire et sur d'autres aspects. Donc c'est évidemment la question d'entourage qui est importante. Mais j'oserais une autre hypothèse, c'est qu'il n'a jamais été question pour lui de quitter le pouvoir. Il s'y est installé, il s'y trouve confortablement installé depuis de très longues années, et il n'y a pas d'hypothèse de mise à la retraite ou de quelque chose qui serait de l'ordre de, finalement, la transmission à quelqu'un d'autre. Donc, à la fois parce qu'il a une volonté de rester, et à la fois parce que ses proches ont cette volonté aussi qu'il reste pour eux, pour leurs intérêts. La conjonction des deux, évidemment, avec l'affaiblissement de l'opposition, lui assure, je dirais, une certitude quant à sa position et son avenir. Oui, on va revenir sur la place de l'opposition dans quelques minutes. Mais Yves Plumé-Bobo, votre journal posait la question en 2021. Les présidents africains sont-ils trop vieux, âgés en moyenne de 66 ans? C'est vrai qu'ils creusent l'écart avec la population du continent. C'est aussi le cas au Cameroun. C'est-à-dire que c'est un peuple jeune, mais qui est géré par quelqu'un qui a 92 ans. Je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est la question que la jeunesse se pose. C'est beaucoup moins la question de l'âge que la question du bilan de Paul Biya. Je crois que c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de l'âge. Il y a un décalage entre les générations qui n'ont connu que Paul Biya, qui est arrivé au pouvoir en 1982. Il y a toute une génération qui n'a connu que lui, mais il y a aujourd'hui un problème de bilan à défendre pour Paul Biya. On est âgé, c'est vrai, mais je crois que l'âge n'est pas un programme politique, tout comme le jeunisme n'est pas un programme politique. C'est comme si un jeune viendrait demain nous dire, parce que je suis jeune, il faut me voter. Oui, on vous vote, mais sur la base de quel projet? Il n'est pas le seul. Il y a Alassane Ouattara, 83 ans, et d'ailleurs Donald Trump, 79 ans. Enfin, effectivement, il y a des... Tout à fait. Moi, cette comparaison m'intéresse, mais je crois que Paul Biya, Alassane Ouattara, deux présidents, je pense que la comparaison s'arrête là, comme nous l'avions dit d'ailleurs dans un de nos articles à Jeune Afrique. On a Alassane Ouattara qui revendique, qui veut briguer un 4e mandat, là où Paul Biya veut briguer un 8e mandat à la tête de l'État. Ouattara qui a relativement un bilan à défendre, là où Paul Biya essaye un peu de patauger, de ramer quant à son bilan sur le plan des infrastructures, etc. Il y a pas mal de choses à faire, mais je pense que le problème tient beaucoup plus au niveau du bilan à défendre que l'âge de Paul Biya. Vincent, effectivement, il y a le bilan à défendre, et puis aussi peut-être le train de vie aussi. Il y a eu beaucoup de critiques sur la corruption, le train de vie de Paul Biya, de sa famille, beaucoup d'enquêtes en Suisse notamment, où il a passé beaucoup de temps. Vous savez, au fond, il y a deux spectres de fantômes qui flottent sur cette présidentielle à venir. C'est le combat de deux grands absents. Il y a un absent qui est Maurice Kamto, puisqu'il a été écarté de la course, dans les conditions que l'on sait. Et puis il y a quelqu'un dont la présence est aléatoire. C'est-à-dire Paul Biya lui-même, entre son village et ses séjours sur les bords du lac Léman. Il y a eu par exemple un épisode qui a suscité une intense spéculation au Cameroun à l'automne dernier, lorsqu'il s'est absenté plus de 6 semaines, 50 jours. Sans qu'on ait de nouvelles précises, fiables. S'agissait-il de questions de santé, de repos, etc. Vous savez que l'un des surnoms qu'on lui donne au Cameroun même, c'est l'omni-absent. Bon. Alors, sur le bilan, sur la jeunesse, un point quand même. Vous avez 60% de la population camerounaise qui a moins de 25 ans. Donc le hiatus que vous évoquiez, il est patent là comme dans d'autres pays d'ailleurs d'Afrique subsaharienne. Sur le bilan, ce qui est quand même étrange, c'est que
Personne ne parle, semble-t-il, de l'insurrection armée qui, depuis 2016, déchire le flanc ouest du Cameroun, hein, les deux provinces anglophones, les violences djihadistes du nord, Boko Haram, et puis l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Vous avez un taux de chômage qui est énorme, 74% chez les jeunes, une inflation qui ronge le pouvoir d'achat, vous avez des précarité chronique en termes d'eau potable, de soins de santé de base, d'éducation de qualité. Et puis, un point qui est un peu tabou, mais qu'il faut évoquer ici, c'est, je dirais, les pulsions tribalistes qui renaissent régulièrement, notamment lors des scrutins. Dernier point que je veux souligner, le Grand Nord du Cameroun passait jusqu'alors, historiquement, pour un réservoir de voix pour le parti présidentiel. Or, on sent monter là, y compris dans le Grand Nord, des mouvements notamment au sein de la jeunesse, d'ailleurs a documenté Jeune Afrique dans un article récent, qui montre que ça n'est pas acquis, qu'il y a aussi des impatiences, des frustrations, y compris dans ce qui semblait être en quelque sorte un électorat captif du parti au pouvoir, le RDPC. Alors justement, oui, alors un mot et puis après on va revenir sur l'opposition, quid de l'opposition, Maurice Kamto qui est écarté, mais... Ouais, il faut noter quand même qu'aujourd'hui, par rapport aux autres présidentielles, la présidentielle de 2025 sera un peu particulière dans la mesure où on a eu, il y a une sorte de rupture de pacte nord-sud, des pontes du régime qui ont toujours été avec Paul Biya, qui ont décidé de démissionner. Je parle de Issa Chiroma Bakary, qui a longtemps cheminé avec Paul Biya dans une sorte de pacte formel. Il y a également Bello Bouba Maïgari qui a décidé de claquer la porte de cette alliance-là, ce qui met à mal le régime. Donc, en fait, on assiste à une sorte, du côté de l'opposition, à une sorte de manne bénue du ciel, dans la mesure où on est en train de s'acheminer vers une coalition de l'opposition pour faire un bloc uni vis-à-vis de Paul Biya, ce qui rend quand même un peu ce scrutin un peu particulier. Est-ce que nous avons un président dépendant? Aujourd'hui, nous l'avons prouvé, le président qui règne, même peut-être pas, hein, mais il ne gouverne pas. Et il faut que les Camerounais le sachent. Ce que nous avons établi ici aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'en réalité 11 candidats éligibles. Et c'est entre eux que vous devez faire votre choix. Pour le Conseil constitutionnel, le candidat Paul Biya sera bel et bien partant pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Le recours introduit par le candidat Akeremouna a donc été jugé non justifié par le Conseil constitutionnel qui l'a par conséquent rejeté après plus de 2 heures d'audience. Au cours des débats qui ont meublé cette audience du Conseil constitutionnel, les arguments du candidat Akeremouna se sont fondés sur l'article 118 alinéa 1 du Code électoral. Est-ce que nous avons un président dépendant? Aujourd'hui, nous l'avons prouvé, le président qui règne, même peut-être pas, hein, mais il ne gouverne pas. Et il faut que les Camerounais le sachent. Pour contrer l'argumentaire de Maître Akeremouna, les conseils du RDPC ont fait valoir qu'il ne s'agit pas du débat mis en avant par le bâtonnier. Dans son recours, il parlait de tout sauf des conditions d'inéligibilité prévues par le texte qu'il a lui-même convoqué. Et donc, c'est tout naturellement que le Conseil a rejeté son recours. C'est un peu décevant parce qu'un grand avocat comme Maître Mouna ne devrait pas ignorer ce que c'est qu'une délégation de signature. La première dame est tout à fait camerounaise, même si elle est d'origine française par son père. En définitive, pour le temps des recours, ce n'est pas le verdict du Conseil constitutionnel qui compte, mais c'est ce que les Camerounais feront le 12 octobre prochain dans les urnes. Ce que nous avons établi ici aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'en réalité 11 candidats éligibles. Et c'est entre eux que vous devez faire votre choix. Cette décision a été prise, entre guillemets, en premier ressort. Elle sera, le 12 octobre, prise en dernier ressort par le peuple qui est souverain. Pour Akeremouna et les siens, c'est donc davantage le rendez-vous électoral du 12 octobre prochain qui sera déterminant. Bon, ça c'est une première chose. C'est-à-dire, ici, vous avez vu Grégoire Ouna intervenir et il a dit quelque chose. Que la première dame est camerounaise malgré le fait qu'elle soit d'origine française. En réalité, Grégoire Ouna admet que c'est la première dame aujourd'hui qui dirige le Cameroun et qui donne des instructions en Congo.
Je vous répète que quand vous partez, c'est-à-dire que les parapheurs, Paul Biya n'est plus dans son bureau, ne va plus au bureau. Les parapheurs sont donc donnés, remis à Chantal Biya. Mais ce qui est grave, c'est que je vous ai parlé de cette façon que Biya ne se lève plus le jour. Il retrouve, c'est-à-dire que c'est à 19h qu'il se lève et qu'il est fatigué, mais bien plus. De plus en plus, il perd la mémoire. La dernière fois, le président de la République, je ne sais pas s'il se rappelle qu'il est président de la République, hein, ou s'il se rappelait, s'était levé en pleine nuit, puisqu'il est surveillé par des gens que Chantal Biya a placés là, et quelques, donc par exemple Mondoulou, qui est l'intendant adjoint. À 2h du matin, Paul Biya voulait aller jouer au golf. Donc le gars est totalement déréglé. Quelqu'un qui ne parvient pas à marcher, comment il va aller jouer au golf? Au golf à 2h du matin. Qu'est-ce qu'on lui donne actuellement comme traitement? Pour qu'il perde temps, la tête, et qu'il ne se rappelle plus de ses proches collaborateurs. Ça veut dire que nous sommes dans un coup d'état scientifique bien huilé. Biya, certainement, voilà, qui ne pourra pas faire ce que les évêques ont demandé. C'est-à-dire que lui-même, qu'il batte campagne dans les 10 régions. On va faire peut-être un effort pour que qu'on le tienne là et qu'il aille jeter un bulletin qui parle, allez hop, après le paroli. Ce qui est beaucoup plus grave, je l'avais déjà révélé, répété, et je le répète encore, c'est que aujourd'hui, le chef de l'État qui est placé devant, que Chantal place devant, c'est Ngongo. Depuis longtemps, c'est une relation qu'on essayait de camoufler. Mais aujourd'hui, ils peuvent se permettre d'afficher tout ce qu'ils veulent en mondovision. Et c'est cette relation... Il a décidé de continuer à se battre à vos côtés. Écoutez. Pas les petits bruits qu'on raconte là. Il est là, il est bien là. Voilà le président qui dit que Paul Biya a décidé de continuer à se battre à vos côtés. Pas les petits bruits qu'on raconte là. Il est là, il est bien là. Voilà quelqu'un qui n'est pas du RDPC. Il était une fois, dans le royaume tropical du Wandafukistan, un roi très vieux, très fatigué, qu'on appelait roi Paul Ier, alias le médiocre. Depuis 40 lunes et 3 orages, il régnait, ou du moins, il faisait semblant. Mais un jour, un coup d'état silencieux secoua les couloirs feutrés du palais d'Etouk-Biya. Pas de fusils, pas de tanks, juste des signatures, des rumeurs, des plans machiavéliques tissés autour d'un tarot bien garni. Le roi fut pris en otage, pas par des rebelles, mais par ses propres sbires, l'homme à la punk, stratège en chef et faiseur de décrets à minuit. Tonton Mvondo, le neveu silencieux mais omniprésent, maître des arcanes du budget. Pasto Baboké, prophète officiel du palais, qui bénit chaque imposture au nom du Très-Haut. Et bien sûr, Mama Chantou, la reine-mère, celle qui chuchote à l'oreille du roi, ou de sa photo. Pendant 7 longues années, ce clan de l'ombre gouverna sans couronne, signant au nom du roi, parlant à sa place, posant même pour les photos officielles à sa gauche, à sa droite, et parfois à sa place. Le peuple du Wandafukistan, spectateur impuissant, réduit à vendre des beignets, des bananes, à faire le bensikin et la débrouillardise non loin du palais. Et voilà que maintenant, au lieu de libérer le trône, l'homme à la punk veut revenir comme candidat par procuration, soutenu par ses complices pour perpétuer le théâtre. Peuple du Wandafukistan, tu as été dupé pendant 7 ans. Aujourd'hui, l'heure est venue de rompre les chaînes de l'imposture. Refuse que l'otage devienne la Libye et que les bourreaux s'offrent une seconde chance de pillage. Lève-toi, peuple fier. Ce royaume t'appartient. L'heure n'est plus au ndem, mais à l'action. Dénonce l'homme à la punk. Démasque les chantalistes, les babokistes et fait taire les prophéties à Gombo. Les hommes camerounais ne sont pas des hommes.
Les hommes camerounais sont des mauviettes. Les hommes camerounais sont démissionnaires partout. Démissionnaires dans les foyers, démissionnaires quand il s'agit de la révolution. Vous êtes où? Vous attendez les femmes? Déjà, vous abandonnez les femmes avec les enfants à la maison. Maintenant, quand il s'agit de libérer le pays, vous êtes cachés dans vos pantalons. Vous portez, mais désormais portez les jupes. Portez les jupes. Vous êtes des mauviettes, des sangouilles, des pédés. Vous comprenez? Actuellement, Shakiro est plus homme que vous. Annabelle, la mexicaine, est plus homme que vous. Vous êtes tous des trouillards, vous êtes tous des... Franchement, hein, vous êtes des femmelettes. Même les femmes ont plus de valeur que vous. Vous n'êtes rien, c'est-à-dire que vous ne méritez même plus voir même le calais d'une femme. Les hommes camerounais, actuellement, vous me dégoûtez. Vous êtes des mauviettes, vous n'êtes rien du tout. Parce que franchement, si vous n'êtes pas capable, pour une fois, de prendre vos responsabilités d'homme dans la société, qui va se placer devant? Nous, on est là, on vous attend maintenant. Père Kamto a déjà fait. Nous, on vous attend. Sachez qu'actuellement, les vrais hommes camerounais sont en prison politique ou en exil. Le reste qui ne font rien là, vous êtes des femmelettes. Vous n'êtes rien. Vous comprenez? Vous êtes des femmelettes, des mauvais, des mauvais. On appelle même le genre comment? On appelle le genre là comment? Et si elle est fâchée comme ça, on peut aussi comprendre son désarroi, son courroux. Parce qu'au palais, actuellement, tout le monde voit ce qui se passe. Au palais, et même les membres du gouvernement, regardent Chantal faire. Elle les giflait déjà. Elle prenait déjà les chaussures pour taper sur eux. Et tous s'inclinaient. Vondayolo, lui, il marche. Quand vous le voyez courbé là, c'est parce qu'il a tellement reçu. Les tapes au dos, il est là voûté comme ça là. Une situation catastrophique qu'il faut décrier. Qu'on avait déjà décrié. Et que ceux qui entrent au palais avaient déjà vu. Quand vous voyez Ngongo faire, oh, ceci et cela, ah, ma chère, il reçoit les gens. Mais vous-même, quand vous voyez ça, vous croyez que quelqu'un peut entrer ici chez moi? Il reçoit les gens, et moi, je suis dans la chambre. Moi, si. Moi, là. Tu entres chez moi, tu t'assois au salon, tu invites les gens, ils viennent voir, tu disciplines de l'arrêt. Chez moi, vous avez vu ça dans quel palais? Cela veut dire qu'il est le chef de ce palais-là. L'autre où il est enchaîné au Nio, et pendant que lui il est en train de dormir, je vous ai dit qu'il dort toute la journée. Il ne se réveille qu'à partir de 19 h. C'est là où on lui donne aussi le déjeuner, comme le bébé. On lui donne le déjeuner. Même l'autre là, tu sais, on lui dit qui est-ce que vous connaissez encore? Et ici d'après, il commence à citer le nom des morts. Sinon, Ngongo ne serait pas aussi prétentieux. Parce que quand vous avez déjà la femme de la maison, qu'est-ce que vous voulez? Donc, Cameroun est dans cette situation-là. Ce n'est plus moi qui parle ici, hein. C'est Morgan Palmer. Gars, parle, dis-nous, tu étais au palais. Parlons de celui qui, aujourd'hui, essaye de se substituer à lui. Le nommé Ferdinand Ngonga. Monsieur Palmer, c'est qui, personnage? On peut tout se dire? Bien sûr. Dis-nous. Vous êtes là pour ça. Alors, je crois qu'il est temps de dire aux Camerounais les choses telles qu'elles sont. Monsieur Ngongo, je l'ai connu dans les années 96. Il était le garçon de course de Belinga et Boutou, de regretter mémoire, au palais de la République. Je crois que Belinga était directeur du cabinet civil à l'époque. Et c'est Belinga qui l'a, on va dire, catapulté dans les affaires de la République. C'est d'ailleurs en compagnie de ce Belinga qu'il fera la connaissance de Maman Rosette, donc la maman de la première dame, et que ces derniers décideront de faire sa carrière.
Donc pour le peu que je sais, en tout cas dans son entrée dans les affaires de la République, je remonterai au plus loin dans ces années-là, 1996. Bon, il y a autre chose dont beaucoup de gens sont au courant, en tout cas beaucoup de personnalités de la République sont au courant, mais dont personne n'ose parler. Et compte tenu de la gravité de la situation dans notre pays aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'assister à quelque chose d'assez inédit, une tentative de prise de pouvoir par des gens qui n'ont clairement pas le niveau, au moment où le Cameroun est complètement dans le trou, et qui doit se relever, donc se relever avec des hommes de qualité, avec un management efficace, pragmatique, assis sur des ressources humaines de qualité. Là, le pays est en train d'être pris en otage par une bande de gens, donc notamment ce Ferdinand Ngongor. Mais d'où tire-t-il sa puissance? Vous serez tenté de me demander. Bien sûr. Eh bien, je vais vous le dire aujourd'hui, et je le dis aussi à tous les Camerounais en leur regardant droit dans les yeux. Il se trouve que Ferdinand Ngongor et Madame Biya couchent ensemble depuis de nombreuses années aujourd'hui. Bon, si c'était Chantal et Ferdinand, c'est pas notre histoire, c'est pas notre sujet, étant donné que c'est une affaire privée. Mais il s'agit de la première dame du Cameroun et du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, qui entretiennent une relation, ce qui ne peut pas être un fait anodin, puisque ça a une incidence sur le plan politique. C'est pour ça que je me permets d'en parler, dans ces moments de gravité et dans ces moments d'incertitude où les gens ne comprennent pas d'où tire le pouvoir et d'où certains prennent leur arrogance. Donc ça vient de cette relation qui a été entérinée il y a de nombreuses années déjà, même quand Maman Rosette était en vie par cette dernière. Donc cette histoire ne date pas d'hier? Ah non, ça fait un moment déjà. Et si ça peut vous rassurer, il y a beaucoup de gens, pas tout le monde, mais un certain nombre d'autorités dans la République, je pourrais vous citer des noms, qui sont au courant, mais peut-être qui n'ont pas trop le courage d'assumer, de dire qu'aujourd'hui, clairement, on a un couple illégitime qui veut se légitimer en prenant le pouvoir cette fois-ci pour s'établir comme un couple officiel. Monsieur. Ouais. Camerounais, c'est un ancien journaliste de la CIA TV. C'est quelqu'un qui avait une relation particulière avec Paul Biya. Lui, et les gens le savent, hein, c'est quelqu'un qui a été très bien introduit à Itoudi. Les gens vous ont toujours dit, ah, Ngongo, c'est que c'est le cousin de Chantal Biya, c'est que juste parce qu'il est aussi Nanga. Non, attention. Comment on va présenter le cousin de Chantal Biya à la mère de Chantal Biya, non, mon frère? Et c'est Belinga Eboutou. Quand il était encore, je crois, DCC, il a présenté Ngongo parce que Ngongo était le garçon de course de Belinga Eboutou. Et Ngongo Nyokse Machantou depuis, même la mère de Machantou était au courant de l'affaire. Fiage au sommet de l'État. On peut donner beaucoup de titres à ce film. Quand vous-même vous regardez, Biya 93 ans, Chantal Biya 56 ans, vous dites rien. Qui Nyokse Chantal Biya? Ou bien elle a décidé de redevenir vierge alors que c'était une ancienne Wolowos? Bon, arrêtons. Hein? Arrêtons. Comme il le disait, c'est une affaire d'État. Nous ne voulons pas souvent nous mêler toujours des affaires privées, mais là, c'est une affaire d'État. Et chaque fois qu'il y a eu des choses comme ça, comme justement aussi au Zimbabwe, comme avec les lacs Trabelsi en Tunisie, ça se termine toujours mal, très mal. Il ne faut donc pas que le peuple camerounais se dise que les décisions sont prises actuellement par Biya. Le Cameroun est dirigé par Chantal Biya, Ngongo, et c'est pour ça qu'ils ont pris à côté Fouda, le contre-amiral, promu subitement vice-amiral. Voilà quelqu'un qui n'a connu que des promotions. Vous vous rendez compte? Le vice-amiral a été chassé par Chantal. Où? À Genève.
On te chasse, tu pars au quartier. On te rappelle, tu n'as fait aucune mission. Tu n'as jamais fait un combat. Tu n'as jamais dirigé une unité d'élite. Et on te donne le grade de vice-amiral. Et toi, mange. Voilà pourquoi aussi, Mbondayourou s'est tu. Parce que nous sommes dans un braquage. Un coup d'État sexuel.